La nouvelle a provoqué un choc immédiat et absolu au sein de la population britannique. Des rumeurs concernant la santé déclinante du roi circulaient depuis de longs mois. Mais personne ne s'attendait à une annonce officielle aussi soudaine et aussi alarmante. Le prince William et la princesse Anne se sont avancés devant les flashs des photographes. Ils se tenaient côte à côte dans le salon blanc du château de Windsor. L'atmosphère dans la salle royale était pesante et un silence absolu régnait. La voix de William était remarquablement assurée lorsqu'il commença à parler. Il garda le regard droit devant lui et évita d'abord les caméras. À ses côtés, la princesse Anne paraissait épuisée et visiblement bouleversée. Le prince confirma que son père avait été victime d'un grave infarctus. Le roi Charles s'est effondré hier en privé derrière les lourdes portes du palais. L'équipe médicale a été contrainte de suspendre toutes ses obligations royales. Il ne s'agissait absolument pas d'un simple répit pour la santé du monarque, mais d'un changement fondamental dans le système monarchique britannique moderne. Des complications cardiovasculaires rendaient sa guérison du cancer extrêmement incertaine et dangereuse. William garda les deux mains fermement appuyées sur le lourd pupitre en bois. Anne tenait un mouchoir, mais ne le porta jamais à son visage. Leur présence conjointe confirma la gravité de la situation qui constituait une urgence nationale. Le prince expliqua que le malaise soudain était survenu après une réunion d'information privée. Charles nécessita des soins d'urgence immédiats pour stabiliser son cœur extrêmement faible. Le roi était désormais incapable d'exercer ses fonctions constitutionnelles habituelles. Il ne pouvait ni approuver les affaires de l'État, ni rencontrer les représentants du gouvernement. Guillaume marqua une brève pause avant de prononcer les mots « mon père ». Chaque respiration trahissait la profonde douleur dissimulée sous son calme apparent. Il savait que le pays tout entier aspirait désespérément à la certitude et à un leadership clair. La princesse Anne subissait d'énormes pressions concernant la formulation officielle. Un conseiller avait suggéré de parler d'un simple malaise passager. Anne rejeta cette option d'un regard franc et direct. Elle insista sur le fait que des mots édulcorés ne feraient qu'alimenter de dangereuses rumeurs. La princesse voulait que la nation sache exactement ce que Charles avait enduré. Puis survint la révélation médicale qui changea tout le récit royal. William confirma que le roi avait perdu connaissance pendant plusieurs minutes critiques. Il resta totalement inconscient tandis que l'équipe médicale luttait pour le sauver. Les spécialistes finirent par y parvenir, mais l'avenir demeurait très sombre. Charles séjourna dans une suite privée sous surveillance médicale constante et stricte. Lorsque le monarque reprit enfin conscience, sa première pensée fut pour sa famille. Il ne s'enquit ni des titres, ni des documents d'État, ni des cérémonies royales inachevées. Selon son médecin, il demanda simplement si William et Anne étaient au courant. Cette simple question révéla à qui il faisait véritablement confiance jusqu'au bout. L'orgueil et le protocole n'avaient plus aucune importance pour le roi britannique souffrant. William baissa les yeux sur la déclaration préparée et la repoussa. Il se mit à parler avec son cœur sans lire ses notes. Il annonça à l'assemblée silencieuse que son père luttait toujours avec acharnement. Mais il admit que Charles ne pouvait porter ce lourd fardeau seul. Anne se tourna vers lui et tous deux ne dissimulèrent pas leur profonde et immense détresse. Un silence assourdissant s'installa dans le salon. Un haut fonctionnaire emporta discrètement une boîte rouge scellée.
D'ordinaire, ces documents gouvernementaux urgents parvenaient sans délai au roi Charles. Cette fois-ci, la boîte fut remise directement au prince William. Les rouages de la monarchie britannique étaient en marche sous nos yeux. La Grande-Bretagne peinait à assimiler la nouvelle du malaise soudain du roi. Mais une douleur bien plus profonde se déroulait derrière les portes gardées du palais. Un fils, une sœur et une reine étaient confrontés ce jour-là à une perspective terrifiante, la crainte que Charles ne puisse plus jamais remonter sur le trône de la même manière. L'annonce publique était destinée à la nation, mais la peur, elle restait secrète. William ne se préparait pas encore à devenir roi. Il cherchait simplement à comprendre la soudaine dégradation de la santé de son père. La princesse Anne ne pensait pas aux règles strictes du protocole royal. Elle se souvenait de son frère, qui quelques semaines auparavant avait admis être complètement épuisé. La reine Camilla, assise seule, était confrontée à un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. William entra dans un salon privé et congédia les aides de palais qui l'attendaient. Le prince retira ses boutons de manchette d'une main tremblante et tremblante. Il les déposa sur la table comme s'ils pesaient une tonne. Il avait passé des années à se préparer à cette immense responsabilité royale. Mais la succession avait une toute autre dimension lorsqu'elle débutait par une telle souffrance. Chaque décision qu'il prenait désormais comportait un risque considérable. Une trop grande lenteur risquait de donner à la monarchie une image de faiblesse et de fragilité. Une trop grande précipitation, au contraire, pouvait le faire paraître trop avide de pouvoir absolu. Anne, quant à elle, portait un fardeau d'une toute autre nature. Elle connaissait les habitudes secrètes de son frère et son orgueil royal inflexible. Elle savait qu'il dissimulait souvent son épuisement derrière les cérémonies officielles du palais. La princesse avait maintes fois remis en question son éthique de travail acharnée. Pourtant, elle s'en voulait maintenant de ne pas l'avoir davantage poussé plus tôt. Lors d'une conversation privée, elle confia à William les symptômes qu'il cachait. Charles souffrait d'essoufflement et de vertige depuis plusieurs semaines. Le roi avait balayé d'un revers de main tous les avertissements médicaux, les attribuant à une simple fatigue passagère. Il avait même éclaté de rire lorsqu'Anne l'avait exhorté à se reposer. À présent, ce rire amer la hantait dans les couloirs silencieux et déserts du palais. Camilla ressentit presque aussitôt le changement de dynamique au sein de la famille royale. La reine restait physiquement proche du lit d'hôpital de son époux. Cependant, les médecins concentrèrent toutes les discussions médicales importantes sur les deux enfants. Lorsqu'un médecin demanda à s'entretenir en privé avec lui, la lourde porte en bois se referma. Camilla regarda les enfants entrer seuls et demeurant à l'extérieur. Ce moment d'isolement la blessa bien plus profondément que n'importe quel protocole royal rigide. Elle était son épouse, et pourtant, elle se trouvait complètement exclue du cercle intime. Catherine trouva William le regard vide fixé sur une photo encadrée du roi. Il contemplait un portrait de Charles souriant aux côtés du jeune prince George. La princesse s'assit près de son époux et attendit patiemment qu'il prenne la parole. Il admit pouvoir aisément gérer les rouages complexes de la couronne. Il était capable d'assumer les tâches quotidiennes, les approbations d'État et les responsabilités qui en découlaient. Mais il n'arrivait pas à dire à ses enfants la douloureuse vérité. Il craignait de leur annoncer que leur grand-père ne se rétablirait peut-être pas de sitôt. Catherine posa sa main sur la sienne et lui parla très doucement. Elle lui dit que l'honnêteté devait commencer dès aujourd'hui à la maison.
Plus tard, Camilla confronta la princesse Anne dans le long couloir du palais. Elle demanda pourquoi Anne ne se tenait pas à ses côtés lors de l'annonce. Anne répondit à la reine avec une brutalité calme et ferme. Elle déclara que le pays avait besoin de stabilité et non de nouvelles souffrances conjugales. Le visage de la reine se durcit aussitôt, mais elle demeura parfaitement silencieuse et immobile. Anne s'éloigna sans même se retourner une seule fois vers la reine. Ce soir-là, un spécialiste remit à William un rapport médical confidentiel. Une date précise figurant sur ce document glaça le sang du prince. Il s'agissait de la nuit de la répétition de la récente cérémonie d'investiture de Charles. Le palais avait pourtant affirmé que cette soirée s'était déroulée sans incident majeur. Mais le dossier secret révélait un avertissement médical soigneusement dissimulé. 3 semaines avant l'effondrement, Charles se tenait dans la grande salle royale. À mi-chemin de la longue procession, sa main droite se crispa soudainement. Son visage se décomposa tandis qu'il s'agrippait à une lourde chaise en bois. Pendant 11 secondes, il resta muet face à la voix paniquée de sa sœur. La cérémonie fut interrompue et les lourdes portes se refermèrent aussitôt. Anne atteignit Charles avant même que le personnel médical n'ait pu s'avancer. Elle lui saisit le bras alors qu'il peinait à reprendre son souffle. Le roi refusa l'ambulance et insista sur le fait qu'il était en parfaite santé. Mais sa sœur menaça d'interrompre immédiatement toute la cérémonie publique. Il finit par céder à ses exigences d'un lent hochement de tête à contre-cœur. Le monarque a signé un programme allégé et promis de suivre les recommandations médicales. Pourtant, quelques jours plus tard, il a réinscrit des réunions officielles à son agenda chargé. Il était convaincu que son retrait provoquerait une panique générale. La princesse Anne a dit à son frère que son courage s'apparentait désormais à une imprudence totale. Elle a ajouté que le devoir ne justifiait pas un malaise qui aurait pu être évité. William découvrit cette dure vérité quelques heures plus tard en consultant le dossier médical confidentiel. Son père avait ordonné au personnel de ne surtout pas inquiéter le prince. Au lieu de se sentir protégé, William se sentit profondément trahi. Camilla était en réalité au courant du premier malaise cardiaque. William interpréta alors son silence comme un élément contribuant au grave danger qui planait sur lui. Anne interpréta ce silence comme la preuve irréfutable que la peur l'emportait sur le bon sens. William entra directement dans le bureau de Charles et ouvrit l'agenda officiel. Il constata que les rendez-vous médicaux annulés avaient de nouveau été remplacés par des réunions royales officielles. Il referma le lourd ouvrage et demanda qui avait autorisé ces changements soudains. Le secrétaire particulier répondit que le roi avait donné l'ordre lui-même. William porta le dossier vers le cabinet médical ultra sécurisé du roi. Anne le rejoignit à la porte, le visage grave. Pendant des semaines, Charles avait usé de son autorité pour protéger son secret extrêmement dangereux. À présent, William et Anne, force de leur amour et de leur juste colère familiale, firent appel à la nécessité constitutionnelle pour lever définitivement le voile sur ce secret. Charles était éveillé lorsque tous deux entrèrent un temps fin. Le roi comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une visite familiale ordinaire. Son fils tenait le dossier médical de sa main droite d'une stabilité remarquable. Sa sœur ferma la porte et congédia aussitôt l'aide de camp qui attendait. Pour la première fois, aucun courtisan n'entourait la famille royale. Il n'y avait ici ni médecin, ni déclaration publique soigneusement préparée aujourd'hui. Juste un père, un fils et une sœur seuls au monde. William déposa le dossier près du lit,
et posa une question directe. Pourquoi n'avait-il pas le droit à la vérité médicale? Charles semblait épuisé, mais son instinct de contrôle restait intact. Un moniteur cardiaque surveillait son état sous la manche de sa blouse d'hôpital blanche. Il demanda encore comment le dossier avait pu quitter le cabinet médical privé en toute sécurité. Le roi insista sur le fait que la crise sanitaire était parfaitement gérée. William ne bougea pas d'un pouce de la chaise en bois près de son lit. Il expliqua que les notes d'information gouvernementales lui parvenaient déjà aujourd'hui. Il recevait sans cesse des appels diplomatiques et des autorisations urgentes du palais. Ces approbations officielles étaient indispensables au bon fonctionnement de l'État. Il ne pouvait protéger la couronne tout en se voyant refuser la vérité. La colère contenue de William finit par percer son masque royal de calme et de maîtrise. Le prince accusa son père de considérer l'amour familial comme une faiblesse. Il avait l'impression que le roi le traitait comme un problème de relations publiques. Charles rétorqua qu'un héritier ne pouvait pas porter le fardeau de toutes ces craintes médicales. Son fils répondit aussitôt d'une voix d'acier. Il ne parlait pas aujourd'hui en tant qu'héritier du trône britannique, mais en tant qu'enfant qui avait failli perdre son père à jamais. Anne refusa d'atténuer l'intensité de ce moment profondément émouvant. La princesse rappela à son frère la promesse de repos qu'il avait rompue plus tôt. Elle lui dit que persister n'était ni courageux ni noble. Cela ne faisait qu'entraîner tous ceux qui l'entouraient dans un mensonge dangereux. Sa voix resta incroyablement calme jusqu'à ce qu'elle prononce la dernière phrase douloureuse. Elle raconta qu'il les avait obligés à le regarder disparaître sous leurs yeux. Charles cessa enfin de discuter et fixa en silence le parquet de sa chambre. Plus tard, lors d'une conversation enregistrée, le monarque confia à son secrétaire que prendre du recul l'effrayait profondément. Il craignait que William ne porte seul le poids de la monarchie. Le pays pourrait bien découvrir qu'il pouvait fonctionner sans le roi assis à ses côtés. Guillaume ouvrit le rapport du spécialiste et lut à haute voix la conclusion abrupte. Même si l'état de Charles se stabilisait, il ne pourrait jamais reprendre pleinement ses fonctions. Sa charge de travail antérieure déclencherait sans aucun doute un nouvel infarctus catastrophique. Le roi ferma les yeux fatigués et laissa échapper un profond soupir. Ce long silence confirma qu'il savait déjà que son temps était écoulé. Charles prit son stylo-plume au-dessus du coffre-fort rouge. Ce coffre était quotidiennement utilisé pour les documents officiels urgents. Puis, il reposa le stylo sans rien signer. William ouvrit la porte et trouva Camilla qui attendait tranquillement dehors. La reine regarda par-dessus son épaule le visage très fatigué de son époux. Anne s'avança et d'un geste brusque brisa l'atmosphère pesante de la pièce. Elle déclara que la famille devait désormais décider des prochaines étapes cruciales. La longue supercherie touchait enfin à sa fin pour toute la famille royale britannique. Charles ne demeurait roi que de nom et de titre officiels. Il faudrait désormais que quelqu'un d'autre assure la continuité de la monarchie. Avant l'aube, les boîtes rouges cessèrent d'être acheminées vers la suite royale. Elles furent redirigées vers le bureau du prince William dès ce matin-là. Aucune proclamation officielle n'avait encore été faite au public britannique. La couronne n'avait pas changé de main et Charles demeurait le souverain légal. Pourtant, à Windsor, l'imposante machinerie royale avait changé de façon permanente. Anne se tenait près de la longue table où étaient réunis les principaux conseillers royaux. Ils présentèrent soigneusement à son jeune neveu son emploi du temps quotidien et les consignes de sécurité.
William ne s'assit pas aujourd'hui dans le somptueux fauteuil royal en cuir de son père. Il choisit celui qui se trouvait à côté en signe de profonde loyauté. Le prince portait désormais le lourd fardeau de la couronne. Anne gérait la maison et la discipline stricte du personnel. Elle s'occupait des déplacements et de l'annulation des engagements royaux physiquement éprouvants. Camilla entra dans la pièce avant même le début officiel de la réunion ce matin. La reine exigea de savoir pourquoi Anne avait approuvé ces changements d'horaire si soudains. Elle était profondément contrariée de ne pas avoir été consultée directement au sujet des horaires. La princesse répondit que Charles avait exigé une stabilité totale au palais. Cette stabilité nécessitait désormais des décisions fermes, sans aucune ingérence royale émotionnelle. Camilla aperçut bien plus qu'une simple procédure dans ces paroles glaciales. Elle y entendit une accusation. Le chagrin aurait complètement altéré son jugement. La reine ne céda pas et maintint fermement sa position. Elle rappela à tous qu'elle comprenait son époux mieux que quiconque. La princesse répliqua que cette compréhension n'empêchait pas cet effondrement retentissant. Le secrétaire présenta alors une instruction enregistrée du roi lui-même, datée du jour même. Charles accordait immédiatement à William la pleine autorité sur toutes les fonctions publiques extérieures de la famille royale. Il demanda à Anne de veiller sur la maisonnée jusqu'à ce que les médecins prennent une décision définitive. Il leur ordonna également de relayer scrupuleusement toutes les communications de santé publique. Camilla resta figée, pétrifiée, tandis que l'enregistrement audio diffusait la terrible nouvelle. Elle s'attendait à prendre la parole au nom de son époux en tant que reine régnante. Mais le monarque avait choisi son fils et sa sœur à sa place. Tard dans la soirée, le palais diffusa un message enregistré du roi Charles en personne. Le pays avait déjà entendu l'héritier et la princesse ce jour-là. Il allait maintenant entendre celui qui refusait de cesser son activité. Le message du roi Charles dura moins de 4 minutes. Mais il mit fin à l'incertitude qui pesait sur la monarchie britannique moderne. Assis près d'une fenêtre, il n'a pas dissimulé sa faiblesse physique. Il a de nouveau remercié l'équipe médicale qui lui a sauvé la vie à 2 reprises récemment. Il a remercié le public de l'avoir soutenu durant cette terrible épreuve. Face à la caméra, il a évoqué la force immense de la couronne. Il a affirmé que la couronne est la plus forte lorsque le devoir est enfin partagé équitablement. Charles a confirmé que son rôle public serait désormais réduit de façon permanente. La nouvelle position de William en tant que tuteur actif est aujourd'hui parfaitement claire à l'échelle mondiale. La succession devient un acte de service plutôt qu'une lutte de génération. La monarchie a perduré, car le roi s'est enfin autorisé à être humain. Un nouveau chapitre de l'histoire de la monarchie britannique s'ouvre officiellement aujourd'hui.